Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. J'en ai d'autant plus besoin que sur le canal YouTube, je suis invisibilisé, ce qui veut dire que mes vidéos ne sont pas recommandées. Donc je compte vraiment sur vous. Merci encore à tous pour tout cela. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, eh bien je tenais à réitérer un joyeux Noël à tous. Voilà, c'était important à réitérer parce que je sais que ma vidéo de samedi est celle qui est la plus importante, la plus vue. Bon, certes avec la carte militaire de l'Ukraine aussi du lundi, mais voilà, je tenais à réitérer un joyeux Noël à tous. Alors, dans cette vidéo, on va bien entendu reparler encore des 90 milliards d'euros de prêts à l'Ukraine. Je vais en parler beaucoup plus longuement dans les articles après mon introduction. Là, très vite, les informations clés qu'il faut retenir, c'est que les 27 ont pu signer un nouveau plan d'aide à l'Ukraine de 90 milliards d'euros. Sur les 27, il y a 3 pays qui avaient refusé de signer ce prêt. Or, après une pression énorme de l'Union européenne pour éviter une catastrophe absolue, une humiliation absolument totale, donc disais-je, il y a une pression énorme sur la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie qui avaient refusé de signer ce prêt-là. Donc ils ont finalement cédé, ils ont signé, mais à une condition, c'est qu'ils ne fassent pas partie de ce plan de 90 milliards. C'est-à-dire que ce qu'il faut donner à l'Ukraine, les 90 milliards, eh bien la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie ne donneront absolument rien. Voilà, ils ont juste signé, mais ils ne font pas partie de ce plan-là. Donc ils ont très bien joué. Bon, ça permet aussi qu'ils ne soient pas trop vus comme des États parias de l'Union européenne et qu'ils continuent à avoir les aides de l'Union européenne. Bien évidemment, c'est pour ça qu'ils continuent de signer. Donc, disais-je, ces 3 pays-là ont été épargnés. Les 90 milliards ne sont pas un prêt direct entre les États de l'Union européenne et l'Ukraine. Il faut le savoir, ce sont des sources internationales. Et qui dit source internationale, donc c'est un emprunt de l'Union européenne à des sources internationales, dit intérêt. Donc là, on sait que l'Union européenne va payer plus de 3 milliards d'euros d'intérêts par an sur plusieurs années, peut-être sur 7 ans. Donc en gros, en réalité, l'Union européenne va donner bien plus que 90 milliards d'euros de sa poche aux banques, parce que c'est aux banques à l'international. Donc en gros, l'Union européenne va donner bien plus de 90 milliards d'euros, parce qu'il faudra donner cet argent à l'Ukraine, mais aussi les intérêts. Et oui, n'oublions pas tout cela aux banques internationales. Donc tout cela est absolument gravissime au niveau de l'économie de l'Union européenne. Ce sont les contribuables de l'Union européenne qui paieront, bien évidemment. Et pourquoi je vous dis cela, même si ce n'est pas prévu comme cela normalement, puisque en réalité, le plan des 90 milliards peut être remboursé par l'Ukraine en cas de victoire de l'Ukraine militaire contre la Russie, c'est-à-dire en cas de défaite russe. Alors évidemment, c'est strictement impossible, mais il fallait quand même que ça passe comme un prêt et non pas comme un don. Voilà, sinon, cela aurait été un scandale absolument gigantesque. Donc il fallait bien maquiller tout cela d'une hypocrisie absolument extrême, pour ne pas dire caricaturale. En tous les cas, voilà, c'est en réalité un don à l'Ukraine. L'Ukraine ne remboursera jamais, puisqu'il va de soi que la Russie ne donnera jamais l'argent de réparation pour l'Ukraine, parce que c'est comme ça que l'Union européenne avait prévu son plan B, c'est-à-dire que l'Ukraine pourrait rembourser ce prêt de 90 milliards en cas, disais-je, de victoire ukrainienne face à la Russie, et la Russie, si elle était défaite, devait faire des remboursements de réparation à l'Ukraine, uniquement si la Russie est défaite.
Vous voyez l'absurdité de la chose et l'hypocrisie de la chose quand même, hein. C'est assez fort, très très fort même. Bon, bref, en tous les cas, voilà, ça c'était des données à savoir concernant le prêt. Alors maintenant, évidemment, comme on nage en pleine propagande anti-russe, là, je ne résisterai pas à vous montrer un article du Daily Express qui montre que bon bah maintenant il n'y a plus aucune limite à la propagande, la plus grotesque d'ailleurs, car dans les gros titres du Daily Express, on note que bah, l'armée russe fait du cannibalisme en son sein parce qu'ils n'ont plus assez de nourriture. Voilà. Les soldats russes sur le front, ils n'ont plus assez de nourriture, alors ils se mangent entre eux. Voilà. Pourquoi pas, hein. Et c'est la une du Daily Express, hein. Quand même, c'est pas un petit journal anglais, hein. Je tenais à dire ça comme ça. Bon, on a tout cela. Nous avons aussi les vœux nationaux de Zelensky à la télévision ukrainienne, puisque évidemment, déjà, il faut noter que Noël est le 25 décembre en Ukraine depuis quelques années maintenant, car il fallait bien que Zelensky s'aligne sur l'Occident et balaye d'un revers de main les traditions ukrainiennes qui sont les mêmes que les Russes, c'est-à-dire normalement Noël c'est le 7 janvier, bah, lui il a fait basculer tout cela au 25 décembre parce qu'il faut être le plus occidentalisé possible, bien évidemment, et surtout bannir tout ce qui est tradition russe. Bon, bref, donc il a fait ses vœux et qu'a-t-il dit principalement lors de ses vœux, eh bien qu'il souhaitait la mort de Vladimir Poutine. Voilà, il déclare ça comme ça. Et il dit texto, puisse-t-il mourir? Voilà, il dit ça comme ça. Bon, bah voilà, ça fait partie des vœux de Noël classiques, hein, bien évidemment, de souhaiter la mort de Vladimir Poutine. Bon, bah, on n'est plus à ça près, vous allez me dire, hein, il faut en arriver là, hein, parce que il faut bien continuer la guerre. Et pour continuer la guerre, bah, il faut bien motiver ses troupes, il faut bien diaboliser au maximum la Russie, hein, et donc il faut bien souhaiter la mort de son ennemi en tant que vœu de Noël. C'est normal maintenant pour l'Ukraine. Et oui, on en est arrivé là. Mais bref, rien en réalité de surprenant de la part de Zelensky. Et enfin, pour finir cette introduction, je tenais à vous parler de l'économie russe. Bon, bah, l'économie russe qui a subi un fort ralentissement bah, depuis l'année dernière, en passant de 4,3% de croissance à environ 1%, je dis environ parce qu'on a beaucoup de chiffres, mais ça tourne autour de 1% de croissance pour 2025, ce qui est peu. Mais bon, c'est toujours ça, vous allez me dire, il y a toujours une croissance. Bon, l'économie russe tient bon malgré la guerre en Ukraine, malgré les sanctions, mais c'est de plus en plus difficile pour la Russie. N'oublions pas que les sanctions, elles sont là, hein, malgré tout, elles font du mal à la Russie, même si la Russie arrive à quand même contourner les sanctions, mais elles sont là et elles font du mal à l'économie russe quand même, hein, malgré les astuces russes. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un problème de main-d'œuvre en Russie du fait du complexe militaro-industriel qui a explosé, qui est à environ 7% du PIB hein, consacré à la défense. C'est absolument énorme. Et un taux directeur bon, qui est passé de 21 à 16%, mais 16%, ça reste quand même bien trop élevé. Ça ralentit les investissements en Russie, ça ralentit les crédits parce que les taux d'intérêt sont bien trop grands. Donc ça reste les problèmes, on va dire, importants de la Russie, hein, qu'on pourrait résumer en quelques points. Baisse du prix du baril du pétrole, les sanctions, évidemment, le taux directeur qui est beaucoup trop élevé. Bon, il reste encore une petite inflation, petite entre guillemets, hein, d'environ 6%, hein, sachant que le but des Russes, c'est qu'elle atteigne 4%. Bon, rien de très dangereux ou de très inquiétant, mais en tous les cas, la guerre en Ukraine plombe énormément l'économie russe avec bon, bah, les facteurs que je viens de vous citer précédemment. Donc il serait bon pour l'économie russe que malgré tout la guerre en Ukraine ne dure pas trop longtemps. Parce que si elle durait longtemps, ce qui ne semble pas être le cas, tout devrait être fini en 2026, mais bon, une guerre qui durerait trop longtemps, bah, là pour le coup,
endommagerait pas mal l'économie russe. Hein. Il ne faut pas que la guerre, disais-je, dure trop longtemps pour la Russie. Pour l'instant, hein, elle tient bon. Alors évidemment, après qu'il y aura la victoire russe en Ukraine, sur le long terme, les Russes vont en profiter très 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 largement avec énormément de territoires supplémentaires, très riches en nouilles, en gaz, en terres agricoles, en électricité avec la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, etc. Donc sur le long terme, les Russes vont être largement, très largement gagnants, mais on n'en est pas encore là. Voilà. Entre-temps, il y a la transition. Hein, sans compter le coût de la reconstruction côté russe, bien évidemment. Et aussi, ça c'est la grande question, que va faire Vladimir Poutine? Va-t-il reconstituer complètement la Nova Rossiya, c'est-à-dire avec en plus, en partant du nord, l'oblast de Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaïev et Odessa? Donc ça ferait 8 oblasts en tout, sans compter la Crimée, hein, qui serait intégrée à la Russie. Et là, évidemment, bah, ça coûtera encore beaucoup plus cher, parce que ça voudra dire que les combats vont continuer, ça voudra dire payer les infrastructures du fait des destructions prochaines là-bas, hein, et puis il faudra construire des maisons, des écoles, etc., hein, supplémentaires, hein, tout prévoir pour la Russie, hein, aux normes russes, j'ai envie de vous dire. Donc tout ça va coûter énormément d'argent. Bon, on n'en est pas encore là, hein, je me projette là dans le futur, mais il faut considérer tout cela. Bon allez, j'arrête là, commençons. Alors avant que l'on aborde les sujets principaux de cette vidéo, j'aimerais vous donner la dernière nouvelle du jour, et là qui nous est donnée par le New York Times, qui nous dit dimanche, c'est-à-dire demain, Monsieur Trump devrait rencontrer Monsieur Zelensky en Floride pour discuter la dernière version d'un projet de plan de paix en 20 points. Cette proposition, élaborée en collaboration avec les États-Unis, aborde un large éventail de questions, notamment les garanties de sécurité que l'Ukraine souhaite obtenir pour toute future agression russe. Bon, tout d'abord, ce plan de paix en 20 points, exactement comme le précédent en 28 points, est en réalité créé uniquement par les États-Unis. Et vous allez voir plus tard pourquoi je vous dis ça. Bref, là, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 20 points de plus saillants? Eh bien, on a Zelensky qui propose que les zones non occupées par les Russes, c'est-à-dire encore tenues par les Ukrainiens dans les 4 oblasts qui sont pourtant déjà dans la constitution russe, deviennent une DMZ, et que dans ces DMZ, il n'y ait pas de soldats russes. Alors vous doutez bien que ça n'arrivera jamais, bien évidemment, et ça c'est une des conditions pour qu'il y ait un cessez-le-feu pour Zelensky. Je dis bien pour Zelensky, et que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia soit aussi dans une DMZ. Et cette centrale serait gérée à 50% par les Américains et à 50% par les Ukrainiens, en aucun cas par les Russes. Vous vous doutez bien que ça n'arrivera jamais. Voilà. Et en plus de cela, on a l'Ukraine qui ne lâche toujours pas son envie d'entrer dans l'OTAN, malgré que les États-Unis aient complètement refusé cela. Eh bien, on a un Zelensky qui insiste toujours, il ne veut pas lâcher ce point-là, certainement sous pression de l'Union européenne. Et en plus de cela, concernant les élections, Zelensky déclare qu'il veut bien qu'il y ait des élections, mais uniquement après une signature de paix avec la Russie. Enfin, Zelensky a bien précisé à plusieurs reprises qu'il ne pouvait absolument céder aucun territoire tant qu'il n'y aurait pas un référendum en Ukraine pour demander l'avis de la population. La constitution même l'en empêche. Donc tout cela fait qu'il ne peut de toute manière céder aucun territoire tant qu'il n'y aura pas de référendum, disais-je. Et bien évidemment, comme il est très très peu probable qu'il y ait un référendum qui soit fait sur ce sujet, connaissant bien le résultat final, eh bien on peut dire qu'il n'y aura jamais de territoire cédé par l'Ukraine en réalité. Vous voyez comment Zelensky, en réalité, ne lâche rien sur rien, malgré les pressions de Trump et malgré les rodomontades de Trump. Donc Zelensky ne lâche absolument rien.
Et on a un Vladimir Poutine qui ne lâche absolument rien, mais là c'est bien évident, hein, il est sur le chemin de la victoire. Et vous allez voir que Trump, je disais, malgré ses rodomontades, eh bien, est vraiment bien embêté, même s'il est toujours dans la posture du vantard et des rodomontades. Regardez ça. Mais M. Trump a déclaré vendredi à Politico que le dirigeant ukrainien n'a rien tant que je ne l'ai pas approuvé. Notez cette arrogance suprême de Donald Trump. Il se prend pour un véritable roi du monde, hein, avec une hautaineté incroyable et un énorme mépris qu'il ne cache même pas pour Zelensky. Il n'a rien tant que je ne l'ai pas approuvé. Notez cela. Je crois même pas qu'il ait conscience de ce qu'il dit et à quel point il en devient ridicule aux yeux du monde. Il ne s'en rend pas compte, Trump, parce que c'est son arrogance extrême, son narcissisme extrême, et bien en fait c'est intrinsèque à sa personne. Il peut pas s'en empêcher tout simplement. Et là il ajoute « Nous verrons donc ce qu'il a dans le ventre », a déclaré Trump. Vous vous rendez compte, encore une fois, j'insiste, hein, je sais, mais vous vous rendez compte de sa présomption, de son narcissisme, mais en plus du ridicule, encore une fois. Il ne dit pas « Nous verrons donc si Zelensky me présente des arguments très pertinents, très valables, qui me feront peut-être changer d'avis ». Non. Il dit « Nous verrons ce qu'il a dans le ventre ». C'est-à-dire avec quelle combativité il va défendre ses idées. S'il combat vraiment très fort, peut-être que je vais changer d'avis sur quelques points. Voilà, c'est ça qu'on peut comprendre en lisant cela. Hein. C'est vraiment navrant, très navrant de voir ça de la part de Trump. Hein. Je continue. Il a déclaré plus tard au New York Post qu'il pensait qu'il y avait de bonnes chances que l'Ukraine et la Russie soient prêtes à négocier un accord de paix. Ah bon? Zelensky ne veut céder en rien sur rien, et Poutine qui ne veut céder en rien sur rien. Et il dit je pense qu'il y avait des bonnes chances que l'Ukraine et la Russie finissent par négocier un accord de paix. Même pas un cessez-le-feu, un accord de paix. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est surréaliste, c'est lunaire ce que dit Trump. À chaque fois, il se prend le mur des réalités violemment, à chaque fois. Et bien Trump, au lieu de réaliser cela au bout d'un moment, non, il continue toujours. Il continue à être dans son rêve, à dire vous inquiétez pas, je vais finir par les réconcilier, parce que en réalité, derrière la tête, j'ai le prix Nobel de la paix toujours. Ah ouais, je le veux toujours pour l'année prochaine. Vraiment, on en arrive à avoir pitié de Donald Trump. Je pense qu'ils veulent le faire maintenant. Ah ouais, alors ils surenchérit, il y a de bonnes chances, et ils disent, je pense qu'ils veulent faire maintenant l'accord de paix. Trump et Zelensky veulent le faire maintenant. Je pense que la Russie le veut aussi. Donc que Vladimir Poutine, il est chaud, là. Il est chaud pour un accord de paix, là, a-t-il déclaré. Donc, il surenchérit dans la bêtise, j'ai envie de vous dire, mais chaque fois que l'un veut le faire, l'autre s'y oppose. Oh, non, Trump. Zelensky ne veut pas le faire et Poutine ne veut pas le faire non plus. Zelensky, il n'a jamais rien à prouver à quoi que ce soit, ni Poutine, vis-à-vis des points qui ont été décidés uniquement par les États-Unis, bien entendu. Donc tout cela est du plus haut ridicule. J'ai été un petit peu long sur ces dernières nouvelles, mais fallait quand même prendre toute la mesure du délire total de Donald Trump, qui se voit toujours en roi du monde avec une hautaineté absolument incroyable et qui pense que sa seule personne dans la pièce suffit à changer le destin du monde, tout simplement. Voilà comment se voit Donald Trump. On va commencer avec Politico qui nous dit « L'Union européenne devra payer 3 milliards d'euros par an d'intérêt sur un prêt à l'Ukraine. Les dirigeants ont choisi d'augmenter la dette commune plutôt que d'utiliser les avoirs gelés pour financer l'emprunt. » Ça veut dire que sur les 90 milliards d'euros qu'a emprunté l'Union européenne, alors elle l'a emprunté à des banques internationales et non pas en ses fonds propres. Donc ça c'est très important à dire, c'est-à-dire que ce ne sont pas les pays de l'Union européenne qui font directement ce prêt-là. Non, c'est l'Union européenne qui fait appel à diverses sources
international pour pouvoir emprunter tout cet argent, ces 90 milliards. Et sur ces 90 milliards, l'UE devra payer au minimum 3 milliards d'euros d'intérêts par an. Voilà, donc ça c'était le cadre à savoir. J'ai noté quelques paragraphes intéressants. Là, on note que la Tchéquie, la Hongrie et la Slovaquie ne participeront pas au partage de la dette avec les 24 autres pays de l'Union européenne, mais se sont engagés à ne pas entraver le financement de l'Ukraine. Alors, traduction. Traduction, ça veut dire que la Tchéquie, la Hongrie et la Slovaquie ont mis leur opposition à ce plan de 90 milliards. Or, pour obtenir leur accord du plan de 90 milliards, on leur a dit, bon, d'accord, comme vous voulez vraiment pas, eh bien, on va vous exonérer de payer quoi que ce soit à l'Ukraine. Là, la Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, ils ont dit, bon, d'accord, si vous nous laissez en dehors de cette affaire, on veut bien signer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, comme je vous l'ai expliqué il y a déjà quelques jours de cela, je vous avais dit que bon, le prix à payer quand même pour la Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie et même la Belgique, hein, comme on va le voir plus tard, eh bien, c'est de devenir des pseudo-parias de l'Union européenne. Voilà, il y a quand même un prix à payer. Et pour l'instant, il va être politique. Peut-être que pour plus tard, il y aura des sanctions tangibles. Pour l'instant, le prix à payer, c'est ils deviennent des moutons noirs, hein, ces trois pays-là, plus la Belgique. Là, on nous dit que, à la base, avant ce prêt de 90 milliards, le plan de financement qui était prévu à l'Ukraine était de 210 milliards. De 210 milliards, on est passé à 90 milliards. Les 210 milliards, ça devait être les avoirs russes. Ce nouveau plan aura un coût. Donc là, on répète, 3 milliards d'euros d'intérêts par an à partir de 2028 et ce jusqu'à la fin de son budget septennal. Alors, est-ce que ça veut dire, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est que ça va durer pendant 7 ans, ce remboursement d'intérêts aux sources internationales déjà citées, à partir de 2028 donc. Donc ça veut dire qu'on va payer 7 fois 3 milliards de dollars d'intérêts, 3 milliards d'euros d'intérêts, voilà, en plus des 90 milliards. Voilà, c'est comme ça que moi je le comprends en lisant l'article. Et là, c'est marqué, l'Ukraine ne devra rembourser le prêt que lorsque la Russie aura mis fin à la guerre et versé les réparations de la guerre. Alors évidemment, il reste dans un vague, c'est pire que du vague. Le Politico, Politico, vous connaissez Politico, c'est comme les démocrates aux États-Unis, c'est pas les néocons, mais pas loin. En gros, voilà, on peut dire que c'est l'équivalent de la gauche en France, Politico. Et donc Politico fait de la désinformation, bien évidemment, lorsque la Russie aura mis fin à la guerre. Alors, et verser les réparations de la guerre. Là, pour verser des réparations de la guerre, il faudrait que la Russie soit défaite. C'est-à-dire que l'Ukraine soit victorieuse et qu'elle batte la Russie. Donc là, c'est de la désinformation, ce qui est dit. Vous notez que c'est une formule, on va dire, très neutre pour ne pas dire la vérité. Parce que s'il disait qu'il faudrait que la Russie soit vaincue et donc l'Ukraine victorieuse pour que la Russie verse les réparations de guerre, bah évidemment, ils passeraient pour des guignols, les journalistes de Politico. Donc pour éviter de verser l'huile sur le feu sur une affaire qui est grotesque à la base, ils changent les mots. Cela semble peu probable. Alors là, notez l'euphémisme du millénaire. Alors peu probable que la Russie verse des réparations de guerre à l'Ukraine. Peu probable. Encore une fois, c'est un euphémisme qui vire au caricatural. C'est impossible. C'est strictement impossible. Mais c'est quand même dit comme ça. Ce qui signifie que l'UE pourrait indéfiniment reporter le remboursement de la dette ou utiliser les avoirs russes gelés pour la rembourser. Alors là, c'est dit de manière très euphémistique, encore une fois, c'est pour tromper les gens, parce que c'est un tel euphémisme que ça en devient de la désinformation. Reporter indéfiniment, ça veut dire que, je traduis en bon français, ça veut dire que, l'Ukraine ne pourra jamais rembourser ce prêt
bien évidemment, et donc ce sera à nous de payer, nous les Européens. Bah voilà, puisque évidemment, comme il n'y aura jamais de réparation de guerre versée par la Russie, eh bien, faudra bien rembourser le prêt. Et ce sera nous, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on lit? C'est la résistance de la Belgique qui a finalement contraint les dirigeants à envisager une dette commune. Alors ça, par contre, c'est factuel, c'est vrai. Mais attendez, accrochez-vous bien là pour la suite. Le Premier ministre belge, Bart De Wever, exigeait des garanties financières illimitées, vous notez illimitées, pour le prêt russe adossé à des actifs. Une demande jugée excessive par ses homologues. Entre autres, Starmer, Merz et Macron. Entre autres, hein, bien entendu. Donc, vous notez les termes de Politico, qui sont encore une fois de la désinformation pure et dure, et de la propagande pro-UE, bien évidemment. Bart De Wever, il a jamais demandé des garanties financières illimitées. C'est faux. Je vous ai montré d'autres articles qui datent d'une semaine, même une semaine et demie de Politico, en plus de Politico, qui disait que Bart De Wever demandait 240 milliards d'euros de garantie afin de pouvoir rembourser immédiatement la Russie avec les intérêts. Bah oui, des dommages et intérêts, c'était 10 milliards de dommages et intérêts, c'est-à-dire 230 milliards plus 10 milliards, ce qui fait 240 milliards. Bon, la Russie, au final, a dit, nous, on demande 230 milliards, c'est-à-dire, bon, voilà, juste 230 milliards. Bon, ça, c'était un petit rebondissement, mais la Russie réclamait 230 milliards. Bart De Wever demandait 240 milliards au cas où il y aurait à payer des dommages et intérêts de l'ordre de 10 milliards. C'était leur calcul. Et là, vous notez que Politico dit que Bart De Wever demandait un engagement illimité, donc des milliers et des milliers de milliards d'euros, voilà, n'importe quoi. Voilà. Bref, vous notez quand même que Politico, bon évidemment, doit ostraciser Bart De Wever, qui est devenu le mouton noir de l'Union européenne au même titre que la Hongrie, par exemple. Donc ça y est, la Belgique, hop, maintenant a fait partie des moutons noirs, des parias de l'Union européenne. Enfin, vous notez quand même tous ces éléments de langage, cette désinformation absolument grotesque, et qui vont même en contradiction de ce que disaient d'autres articles de Politico plus anciens. Donc c'est absolument caricatural, on sent qu'ils sont obligés de faire une propagande malgré tout et jusqu'au bout, et vous notez que dans l'article, il n'est jamais mentionné que, in fine, à la fin des fins, ce seront les contribuables de l'Union européenne qui devront payer les 90 milliards, plus les 3 milliards par an, voilà, donc 7 fois 3, donc peut-être même 21 milliards de plus, donc 90 milliards plus 21 milliards, d'après ce que j'ai compris, et d'après ce qu'on a lu ensemble. Donc vous voyez, bon, évidemment, il s'agirait de ne pas trop effrayer le contribuable européen, vous avez compris. Ici, un article intéressant concernant l'économie russe du Washington Post qui nous dit « L'économie russe continue d'alimenter sa guerre, mais elle pourrait s'effondrer en 2026. Des problèmes dans le secteur pétrolier, une possible crise bancaire et des difficultés pour les consommateurs attendent l'économie russe, alors que les prix du pétrole russe s'effondrent en raison des sanctions. » Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je vous coupe immédiatement le suspense. Bien entendu, il y a très peu de chances que l'économie russe s'effondre en 2026. Sauf un événement majeur, catastrophique qui arrive à la Russie, nullement l'économie russe ne s'effondrera en 2026. Alors quand on lit l'article, il n'y a aucune raison qui laisse à penser d'ailleurs, mais bon, ils s'accrochent à cet espoir, le Washington Post. Ils espèrent que ça s'effondrera en 2026. Quand on lit l'article, c'est ça, parce que quand on regarde ce que dit le FMI, on s'aperçoit qu'en 2024, la progression économique russe était de 4,3%. En 2025, ça s'est effondré, certes,
entre 0,6 et 0,7%. En 2025, ça s'est effondré, certes, entre 0,6 et 0,7%, et le FMI prévoit 1% de croissance en 2026. Donc, tout le contraire d'un effondrement. Donc, c'est ce qui est dit dans l'article. Alors, évidemment, je ne vais pas le lire entièrement parce que il est trop long, et puis je vais vous le résumer vite fait. Hein. C'est très simple. On nous dit que il y a des problèmes avec le taux directeur de la Russie qui avait été pendant longtemps à 21%, et là ils ont raison, c'était un taux directeur bien trop énorme. Alors il a été réduit à 16% là, mais il est toujours bien trop gros. Bien trop gros. Et en réalité, quand on lit tout l'article, on comprend que c'est ça qui plombe l'économie russe. En gros, bon, j'exagère un peu, mais au niveau intérieur, le pire que subissent les Russes, c'est ce taux directeur, qui fait que les emprunts sont difficiles, les taux de crédit sont absolument énormes, etc. Donc ça plombe les Russes, c'est le taux directeur. Maintenant, à l'international, c'est vrai, ils n'ont pas tort. Le secteur pétrolier bat de l'aile en Russie. Le prix du pétrole est trop bas pour la Russie. Hein, il aimerait que ça soit beaucoup plus haut, bien évidemment. Donc là, ce sont des mauvais facteurs, bien sûr. Aussi les sanctions. Bon, les sanctions, ils ont beau avoir réussi à en contourner une grosse partie, il y a une partie qu'ils ne peuvent pas contourner, et c'est handicapant. Hein, faut pas dire que la Russie arrive à contourner parfaitement bien toutes les sanctions. Bien sûr que non. Hein, toutes ces ruses qu'il faut appliquer pour contourner les sanctions, ça coûte cher, ça prend du temps, etc. Donc tout ça participe aux difficultés de l'économie russe. Donc bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie russe est en difficulté, mais simplement en difficulté. Voilà, et surtout, bien entendu, à cause de la guerre en Ukraine, où la Russie doit faire d'énormes investissements militaires. Hein. Faut pas oublier que près de 7% du PIB est consacré aux militaires. C'est absolument énorme. Donc bien évidemment, l'économie russe a du mal, elle s'en sort, et je peux vous dire qu'elle s'en sort infiniment mieux que l'économie française, infiniment mieux. La Russie n'a pas de chômage, la Russie a des déficits extrêmement faibles, hein, par exemple un déficit d'1,6 à 1,7% de son PIB, le déficit de la France, c'est 6% du PIB. Voilà, donc c'est absolument énorme, sans compter une dette publique qui est bien plus petite que la France. Donc vous voyez, l'économie russe, si on la compare à la France, est structurellement bien meilleure, est structurellement saine même, j'ai envie de vous dire. Et si on compare l'économie russe à la France, son économie est bien meilleure. Et elle est bien meilleure parce que les fondations, les structures de l'économie russe sont infiniment plus saines que la France. Infiniment plus saines. Donc voilà, l'économie russe est très bien gérée. Et du fait que l'économie russe soit structurellement saine et en plus très bien gérée, fait qu'elle peut s'en sortir malgré les sanctions internationales et malgré la guerre en Ukraine. Ce qu'aucun autre pays au monde n'aurait pu faire, à part la Russie. Bon, certes, la Russie a énormément de ressources. Mais voilà pourquoi la Russie, malgré tout, s'en sort bien. Et donc là, il fallait le souligner grâce à cet article du Washington Post, il y a des difficultés économiques en Russie, hein, pour les Russes, c'est pas facile, surtout avec la guerre en Ukraine. Il faudrait que la guerre en Ukraine ne dure pas trop longtemps non plus, parce que la Russie ne pourrait pas se permettre de faire une guerre à l'Ukraine comme ça pendant encore longtemps. Voilà, sauf à diminuer le niveau de vie des Russes, bien entendu, et à entrer dans une véritable économie de guerre, à l'image de la Seconde Guerre mondiale, ce dont on en est loin encore en Russie.
hein. C'est une économie qui se tend vers le militaire, évidemment, qui est militarisée pour l'instant, mais c'est pas une véritable économie de guerre à 100% comme c'était le cas à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc faut pas trop non plus que ça dure trop longtemps. Voilà. Sinon, la qualité de vie des Russes va en pâtir. Ça, c'est certain. Bon, évidemment, là, en toute probabilité, d'après tout ce qu'on peut voir sur le terrain, ça devrait se terminer en 2026. C'est presque certain, pourrait-on dire. Ici un article d'un grand journal vietnamien qui s'appelle vietnam.vn qui nous dit un blocage irréconciliable persiste entre la Russie et l'Ukraine dans les négociations visant à mettre fin au conflit alors que la Fédération de Russie rejette tout compromis concernant les territoires ukrainiens qu'elle contrôle. Le président Zelensky a souligné que Kiev ne reconnaîtra pas le Donbass comme appartenant à Moscou. Alors c'est simple, clair et net. Là, ce journal nous dit simplement des réalités que l'Union européenne ainsi que les États-Unis ne veulent pas admettre. En gros, ils ne veulent pas admettre que la Russie ira jusqu'au bout, obtiendra tous ses buts militaires qu'elle s'est fixés, bien évidemment, et même au-delà, parce qu'il y a les buts militaires fixés officiels, les 4 oblasts plus la Crimée que vous connaissez déjà, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Et oui, donc je parle uniquement au niveau des territoires, je ne vous parle pas de la dénazification, de la non-entrée dans l'OTAN, il y en a d'autres, là on parle uniquement au niveau des territoires, parce qu'on parle du Donbass. Donc voilà, donc on ne sait même pas ce que veut Vladimir Poutine in fine, à la fin des fins, quand ils seront victorieux. N'oublions pas que là, présentement, il y a des forces importantes russes dans l'oblast de Soumy, au nord de l'Ukraine, dans l'oblast de Kharkov, dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Et oui, on n'en parle pas assez de tout cela. Donc on ne sait pas jusqu'où Vladimir Poutine va aller. Mais même en prenant que les 4 oblasts plus la Crimée, Zelensky ne veut rien lâcher, ainsi que Vladimir Poutine. Aux grandes dames de l'Union européenne et des États-Unis. Donc tout ça n'est qu'un spectacle hypocrite, histoire de continuer la guerre, puisqu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent strictement rien faire. Ils sont impuissants face à la volonté farouche de Zelensky de rien lâcher, et face à la volonté farouche de Vladimir Poutine de ne rien lâcher. Donc en gros, l'Union européenne et les États-Unis, ont l'air un petit peu ridicules à faire ce spectacle, cette danse des négociations qui est absolument grotesque et ridicule et qui finira à la fin des fins par la victoire totale russe. Et c'est les Russes qui décideront de tout à la fin en réalité. Et plus ça dure, plus ça traîne, plus la Russie peut continuer tranquillement à prendre des territoires. Et puis qui sait, peut-être un jour ou l'autre prendre la moitié de l'Ukraine, en aucun cas l'entièreté parce qu'ils ne veulent pas de l'ouest de l'Ukraine, qui est bien trop européanisé, mais pourquoi pas la moitié de l'Ukraine, le côté est, ça leur irait très bien. Ici un article d'Al Jazeera qui nous dit un attentat à la voiture piégée tue le général russe Fanil Salvarov à Moscou. Les enquêteurs indiquent que l'hypothèse d'un lien entre l'attaque et les forces spéciales ukrainiennes est une piste envisagée. Oui, bien évidemment. En réalité, c'est un euphémisme. À Moscou, tout le monde parle d'un énième attentat du SBU, peut-être avec l'aide du MI6, voire de la CIA. Bon, là, ce ne sont que des hypothèses, mais à minima du SBU. Alors, faut savoir que c'est le 3e général russe qui est tué lors d'un attentat terroriste. Alors, pourquoi je vous en parle ici ? Eh bien, tout simplement parce que il y a plusieurs députés de la Douma qui commencent à râler et une frange de la population très ferme contre l'Occident en Russie râle de plus en plus fort. Ils trouvent Vladimir Poutine beaucoup trop patient, beaucoup trop pondéré. Certains vous parlent même de faiblesse. Alors, est-ce que Vladimir Poutine va les écouter et faire des frappes de représailles symétriques, donc viser particulièrement des généraux ukrainiens en Ukraine, chose que
évidemment les entités russes peuvent très bien faire très facilement d'ailleurs, ou va-t-il rester sur sa ligne d'extrême pondération? Bon, nous verrons bien, mais en tout cas, ça commence à grogner assez fort en Russie. Alors à bas bruit pour l'instant, comme d'habitude, hein, souvenez-vous des attaques des Storm Shadow, des attaques MS, où beaucoup, et encore une fois des députés de la Douma, demandaient à Vladimir Poutine de frapper des bases américaines en Pologne ou en Roumanie, qui auraient été tout à fait légitimes en représailles symétriques. Bon, il n'en a rien été. Vladimir Poutine avait encore une fois retenu son bras. Va-t-il continuer éternellement à retenir son bras? Je ne le sais pas, nous verrons bien, mais au bout d'un moment, ça risque d'hurler très fort à la Douma ou chez les militaires. Alors concernant la propagande occidentale, vous vous souvenez de notre chef d'état-major français qui avait dit qu'il faudrait sacrifier nos enfants en vue d'une guerre contre la Russie. Et bien là, on a la Grande-Bretagne doit être prête à sacrifier ses fils et ses filles, avertit de manière glaçante le chef d'état-major des armées. Cette déclaration intervient alors que le MI6 a déclaré une guerre secrète à la Russie. Alors je tiens à rappeler que la première grande personnalité à avoir dit ce genre de choses, c'était le général Vincent Desportes, un général français qui a fini directeur à l'école de guerre et qui avait dit exactement cela, qu'il fallait sacrifier nos fils et nos filles pour contrer la Russie. Ensuite, on a eu le chef d'état-major français, là, tout récemment, et maintenant, ce chef d'état-major de la Grande-Bretagne qui dit à peu près la même chose. Donc, en gros, ils se sont passés le mot. Hein, c'est la chose qu'il faut dire maintenant concernant les hauts gradés militaires. Oui, il faut bien préparer la population. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Allez, il ne manque plus que le chef d'état-major allemand et on aura le trio gagnant. Alors ici, on va regarder un extrait vidéo absolument édifiant de l'ex-président ukrainien Porochenko qui nous parle du missile Flamingo, vous savez, qui était censé dévaster la Russie, changer la donne. Et ici, Porochenko nous révèle que ce missile n'a en réalité aucune cible et qu'il s'agit d'une simple arme psychologique. Regardons ça ensemble, il va nous en apprendre de belles. Je vous traduis à la volée. Alors, le journaliste demande si les missiles Flamingo existent. Porochenko dit oui, ils existent bien. Et est-ce qu'ils atteignent leur cible? Non, ils n'atteignent pas leur cible, mais ils décollent de manière spectaculaire. Il y avait des moteurs, de très vieux moteurs qui ont été achetés en un nombre très limité. Je ne peux pas dire combien, mais c'était en un nombre très limité. Et ils ne les ont pas achetés. Ils ont pris simplement le stock que moi j'avais fait quand il était président. Là, on nous dit le Flamingo est un projet militaire extrêmement secret. Il n'est efficace que si utilisé accompagné avec un missile Neptune. Missile Neptune qui est en réalité un missile britannique. C'est vendu comme un missile ukrainien à la masse, mais en fait, en réalité, ce sont des missiles britanniques, les Neptunes, fabriqués par les Britanniques en Ukraine. Et ils volent toujours ensemble. Mais s'ils volent tout seuls, le missile Flamingo ne va absolument nulle part. Mais il y a un effet psychologique. Voilà, donc c'était quand même assez édifiant sur, encore une fois, les mensonges, les machinations de l'Ukraine avec l'OTAN. Tout ça pour faire peur, tout ça pour dire regardez ce qu'on est capable de faire. Et évidemment, c'est que du vent en réalité. Bon, bref, tout ça, on a l'habitude avec le gouvernement ukrainien qui ne cesse
de mentir et ne faire que de la propagande. Et comme Porochenko, il sait très bien qu'il va très bientôt être dans la course au présidentiel, et bien là, il veut détruire au maximum Zelensky, bien entendu. Toujours propagande, sauf que là, on tombe dans le grotesque et le caricatural le plus dégoulinant qui soit, et ça nous vient pourtant du grand, entre guillemets, journal britannique Daily Express. Bon, certes, le Daily Express est un tabloïd britannique, mais c'est un journal qui est quand même très populaire, il est beaucoup lu. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? En Ukraine, les troupes de Poutine, désespérées et à court de nourriture, s'entre-dévorent. L'Ukraine affirme que les forces russes ont eu recours au cannibalisme. Bah oui, bon, pourquoi pas, maintenant tout est possible. Bon, ça fait partie des rumeurs qu'on entendait il y a de cela quelques années où les Russes, bah, comme ils n'avaient aucun moyen, hein, c'était une armée de pauvres, ils devaient se battre avec des pelles ou avec des fusils de la Seconde Guerre mondiale. Alors le coup des fusils de la Seconde Guerre mondiale, c'était Xavier Titelman hein, qui nous avait sorti ça le premier sur LCI. Fallait le faire quand même, bah lui il a osé. Hein, Titelman, l'inénarrable propagandiste de l'OTAN, hein, il est payé pour ça, vous allez me dire. Donc voilà, c'est dans la même veine, sauf que là c'est un cran plus haut quand même, hein, cannibalisme hein, carrément. Donc ils ont tellement peu de ressources les Russes, ils ont tellement peu de nourriture qu'ils se mangent entre eux. Oui, bon, il n'y a plus de limite, disais-je. Hein. Donc bah, là on le voit avec le Daily Express. On peut en rire ou en pleurer, je ne le sais pas, à vous de juger. Pour finir, je vais vous montrer un court extrait de quelques secondes des vœux de Noël de Zelensky et regardez ce qu'il dit, vous allez voir, c'est absolument édifiant et pas très chrétien, j'ai envie de vous dire. Alors, aujourd'hui, nous partageons un rêve commun et nous faisons un vœu. Tout le monde fait ce même vœu. Puisse-t-il périr? Voilà, puisse-t-il périr? Et il parle évidemment de Vladimir Poutine. Et alors lui, il dit ça pour les vœux de Noël. Imaginez-vous là les pourparlers de paix que veulent absolument finir avec succès les Américains. Imaginez-vous comment Zelensky descend tout cela à la face de tous. C'est un pied de nez face aux États-Unis parce qu'il sait que évidemment il est complètement abandonné par les Américains. Donc je suppose il fait cela sachant qu'il sait très bien qu'il ne peut compter que sur l'Union européenne. Mais voilà, bon, puisse-t-il périr en parlant de Vladimir Poutine alors que bon, son destin et le destin de l'Ukraine est entre les mains de Vladimir Poutine. Vous vous doutez bien que la paix, on la verra pas de sitôt, quoi. Tout du moins tant qu'il y aura Zelensky dans les parages. Voilà, c'était quand même intéressant à noter. Voilà, et j'ai fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement si ce n'est déjà fait, partagez. J'en ai fortement besoin ces temps-ci car je suis bien invisibilisé. Et si vous appréciez particulièrement mon travail, un petit don, lien dans la description. Merci encore à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.